C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Hier, mercredi, en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet de budget 2025. Pas de nouvelles taxes en perspective pour le financer. On fera le point des décisions avec le porte-parole du gouvernement. Depuis la rentrée des classes, les écoliers ne boudent pas leur plaisir. Après les cours, ils se régalent à la cantine. Les premiers repas chauds sont effectivement servis. Constat à l'école primaire publique de Songo, commune de Zakuta. Et puis face au changement climatique, la BOA devait rendre les pays de l'UEMOA plus résilients. Elle vient de mettre à disposition une nouvelle nomenclature des études de faisabilité des projets climat et les mécanismes d'abonnement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le gouvernement a adopté le projet de budget 2025. Il s'élève à plus de 3 500 milliards de francs CFA et il n'y aura pas de nouvelles taxes pour le financer. On fait le point des décisions du Conseil des ministres avec le porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État, M. Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres de ce mercredi 18 septembre 2024, à l'issue de laquelle les décisions dont voici la teneur ont été actées. S'agissant des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances pour la gestion 2025. Ce projet de budget s'établit à 3 551 milliards 005 de francs CFA, en hausse de 11% par rapport à 2024. Dans le but de renforcer la résilience de notre économie, il consacre la poursuite et la consolidation des leviers de sa transformation structurelle et une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Ainsi, courant 2025, les actions de diversification des secteurs productifs, de transformation et de création de valeur seront poursuivies et accentuées. En dépit du contexte d'incertitude croissante du fait des aléas climatiques, des chocs exogènes, il postule un taux de croissance de 6,8% en lien avec les performances attendues dans le secteur agricole et l'expansion du tissu industriel, le secteur portuaire et le tourisme. En outre, les choix budgétaires opérés permettent d'assurer les engagements du Bénin pour l'atteinte des objectifs du développement durable à travers l'accélération des chantiers de projets et réformes engagés, ainsi que la prise en compte des besoins exprimés par les populations lors des tournées de reddition de comptes. De même, la réduction des inégalités liées au genre, la préservation de la planète contre les effets du changement climatique, la promotion de l'emploi, la déconcentration et la décentralisation demeurent des priorités et des facteurs d'influence des propositions de dépenses et des mesures fiscales. De façon spécifique, ce projet de budget prend notamment en compte la préparation des élections générales de 2026, l'achèvement, la mise en service et le fonctionnement de plusieurs infrastructures socio-économiques, cités ministérielles, cités administratives départementales, services marchands, réceptifs hôteliers et touristiques, structures sanitaires de référence dont le Centre hospitalier international de Calavi, l'hôpital de zone de Save-Ouessé, l'hôpital de zone de Tchaourou. La montée en puissance des projets de filets sociaux avec le projet Gbesoké, le microcrédit à la FIA, le projet d'alimentation scolaire dont la couverture passera à 100% en zone rurale, l'expérimentation du projet de supplément de nutrition de 1000 jours, la mise en service de plusieurs systèmes d'alimentation en eau potable multivillage et leur raccordement au ménage, l'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique et l'acquisition des compteurs à moindre coût. Globalement, il est à observer que les dépenses à sensibilité sociale cumulent à elles seules à 1 101 milliards 71 de francs CFA en 2025, correspondant à 41,5% du budget général. À toutes ces projections s'ajoutera la densification du réseau routier,
par l'achèvement et la livraison de plusieurs infrastructures, tant en milieu urbain qu'en zone rurale. Enfin, il convient de préciser qu'aucun nouvel impôt n'a été créé dans le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Cet effort traduit l'engagement du gouvernement d'assurer une bonne stabilité et une prévisibilité des normes fiscales pour les opérateurs et investisseurs privés. Dans le même ordre, aucune augmentation des taux des impositions existantes n'a été proposée au rang des nouvelles mesures fiscales et douanières dans le projet de budget. En point 2. Adoption du décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse. La prise en charge de la dialyse nécessite des ressources importantes impliquant l'intervention de l'État aussi bien que la participation des patients. En vue d'étendre l'offre de soins aux dialysés et la rapprocher des populations à l'intérieur du pays, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à Porto Novo et à Abomey, tandis que celles de Cotonou et de Parakou ont été renforcées par l'acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d'équipements divers. Par ailleurs, la Société béninoise d'approvisionnement en produits pharmaceutiques a développé un modèle d'acquisition des intrants qui permet de renforcer la disponibilité des kits et d'en réduire le coût. Tenant compte des contraintes auxquelles font face les patients, le Conseil a décidé d'exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits de droits et taxes de douane afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients. Les ministres concernés prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de cette décision. Au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté le décret fixant les modalités de désignation des membres des corps de métiers et secteurs au sein des conseils départementaux et du Conseil national du Conseil économique et social. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation dans le cadre de l'installation et l'appui au fonctionnement de 6 complexes de transformation dans les filières manioc, maïs et riz, de type coentreprise pour le compte du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché. Le dit projet vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes et les jeunes. Dans sa mise en œuvre, il prône un changement de paradigme axé sur la création durable de valeur ajoutée par la promotion des partenariats économiques inclusifs reliant les petits producteurs et leurs organisations au secteur privé et au marché. Ces interventions répondent aux besoins d'investissement de taille requis dans les filières agricoles conventionnelles, riz, maïs et manioc, porteuses de croissance. Il promeut les partenariats productifs au sein des acteurs de chaînes de valeur ayant des relations d'affaires et des intérêts communs et qui sont susceptibles d'élaborer ensemble un plan d'affaires pour améliorer la transformation et la commercialisation des produits, l'objectif étant d'accroître les revenus. C'est dans ce cadre qu'il accompagne ses bénéficiaires dans la mise en place et le renforcement des capacités de 6 unités agro-industrielles formalisées en coentreprise et dédiées à ces filières dans les communes de Tofo, d'Assazomé, Ketou, Aplaoué, Banté et Bopa. Le Conseil s'est prononcé en faveur de la réalisation diligente de ces unités. En point 2, autorisation de signature d'accords cadres avec des experts et des universités pour le contrôle et l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. Dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité de l'enseignement et des travaux de recherche, la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur est autorisée à solliciter les services d'experts individuels et d'universités de grande réputation. À cet effet, elle a lancé 3 campagnes successives d'appel international à manifestation d'intérêt, au terme desquelles elle a retenu, d'une part, 38 experts de notoriété internationale dans leur spécialité et, d'autre part,
2 universités canadiennes d'envergure avérée, susceptibles de mettre à sa disposition chacune des dizaines d'autres experts. En outre, elle dispose d'une base de données sur tous les enseignants-chercheurs des universités publiques du Bénin, ainsi que d'un accès autorisé à celle des alumni du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Ces 2 bases contiennent des centaines d'experts africains. En vue de permettre à la délégation d'accomplir sa mission avec efficacité, le Conseil a marqué son accord pour la signature d'accords-cadres avec les experts et universités retenus pour le contrôle et l'évaluation des enseignants et chercheurs du supérieur. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin aux sessions du Conseil d'administration de l'École supérieure multinationale des télécommunications à Dakar au Sénégal du 24 au 26 septembre 2024, puis l'organisation au Bénin du 19e Congrès international sur la drépanocytose à Cotonou du 10 au 12 octobre 2024. Je vous remercie. Voyons maintenant ce tête-à-tête entre le chef de l'État et une délégation des Nations Unies. Au menu des discussions, la sécurité en Afrique de l'Ouest. En la matière, le Bénin, selon l'émissaire des Nations Unies, reste un bon élève. Voici un extrait de ses propos au micro de Rebecca Kinjaoune, Jean Lombima et Mohamed Pio. Nous avons échangé avec son Excellence sur le président sur la situation, pas seulement au Bénin, mais aussi dans la région. Les défis qui se posent à la région, les problèmes de terrorisme, les problèmes de développement, des efforts de développement, et la nécessité que les pays travaillent ensemble et en coordination pour faire face à ces défis. Il y a un effort, et je tiens à féliciter les pays, pour, pas seulement pour adresser la paix et la stabilité au pays, mais aussi en coordination avec d'autres pays. Et le Bénin est un pays côtier, c'est un pays qui est de ligne de front dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la région. Nous encourageons les pays à poursuivre dans cette voie, de chercher toujours, à travers du dialogue, les formes de surmonter les problèmes, les différences. Depuis la rentrée des classes, les écoles ont rouvert avec à côté les cantines scolaires. Les premiers repas chauds ont été bien servis dans les établissements concernés par le programme national d'alimentation scolaire intégrée. C'est le cas de l'école primaire publique Songo dans la commune de Zakota. Une délégation du préfet du Zou est allée au constat. Les détails avec Pierrette Anayossi. La petite est au rendez-vous pour ses apprenants de l'école primaire publique Songo dans la commune de Zakota. Le repas est bon, merci, président Taron. Du riz avec de l'ananas en dessert, c'est le premier déjeuner, ce deuxième jour de la rentrée des classes. Vous savez que parmi nous, il y a des enfants qui viennent à l'école sans le rond pour son alimentation, ne serait-ce qu'à midi. Alors c'est ce tableau sombre que le gouvernement a voulu corriger en instituant donc, le programme national d'alimentation scolaire intégré à travers nos cantines scolaires. Et les résultats sont probants parce que ça nous a permis de maintenir les enfants à l'école et d'avoir de bons résultats à la fin de l'année. Nous sommes contraints de travailler, chers parents, les enfants qui sont à la maison, inscrivez-les et ne les délogez pas, qu'ils soient à l'école pour que au finish, nous puissions avoir 100% de taux d'achèvement dans nos écoles. Ce premier repas chaud donné rassure visiblement les enfants qu'ils vont bel et bien bénéficier cette année encore des cantines scolaires pilotées par le programme alimentaire mondial PAM. Je souhaite une année réussie à nos enfants. Les vivres sont déjà là. Alors l'autre contrepartie, c'est la vôtre. À travers les dons en nature, nous voulons que nos enfants mangent des fruits et légumes. Nous voulons que nos enfants mangent de la protéine animale, les œufs, de la viande, ainsi de suite. Le processus de transfert de la gestion des cantines scolaires entre le PAM et l'ANAN
a démarré depuis peu et nous sommes là aujourd'hui pour lancer le démarrage des cantines scolaires au niveau du département et en particulier dans la commune de Zapota. Occasion pour la délégation conduite par l'autorité préfectorale de visiter les installations de la cantine scolaire, le jardin potager qui offre à ses écoliers un complément alimentaire en protéines. Pendant ce temps, à Parakou, on repense la formation et la recherche dans l'enseignement supérieur dans un contexte d'émergence de l'intelligence artificielle. Les réflexions se mènent au cours du 7e colloque international des universités de Parakou et de Kara. Kolaole Boniface Biao. Le Bénin, à travers la tenue de ce 7e colloque international, entend se positionner comme un pôle d'innovation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Un thème qui s'aligne parfaitement avec les priorités stratégiques du programme d'action du gouvernement du président Talon, un programme qui vise à positionner le Bénin comme un pôle d'innovation en Afrique, en exploitant bien sûr tout le potentiel de l'intelligence artificielle. Avec le Bénin, ce sera la sous-région, voire l'Afrique entière qui posera le pas de la transformation avec l'intelligence artificielle. L'initiative qui nous rassemble en ces lieux témoigne de notre engagement commun pour le progrès de l'enseignement supérieur et de la recherche en Afrique en général et dans notre sous-région ouest-africaine en particulier. Et pour y arriver, les 4 jours du colloque vont être riches d'ateliers et de conférences débats. Nous assisterons au sein de 6 ateliers thématiques prévus à des séries de 5 à 8 communications de haute qualité entrecoupées d'1 heure de débats interactifs, débats qui permettront d'approfondir les sujets abordés et de favoriser un véritable partage. J'invite chacun de vous à prendre part activement aux discussions, à partager les expériences et à proposer des solutions concrètes pour l'intégration réussie de l'intelligence artificielle dans nos systèmes éducatifs. 18 pays d'Afrique et d'Europe répondent présents à ces échanges scientifiques pour le rayonnement des universités africaines. Le syndicat du média audiovisuel public béninois et l'école ESAE Bénin viennent de conclure un partenariat. Entre autres objectifs, renforcer les compétences des agents du média public. Les détails dans cet extrait que nous proposent Esther Amessiga et Alexis Quenom. Ce partenariat que nous sommes en train de nouer va au-delà de la simple collaboration qui doit permettre à des gens d'avoir des bourses ou de venir faire des formations. Surtout du point de vue technique, le matériel, ça change tout le temps. Et donc, quand vous n'êtes pas en formation de manière perpétuelle, à un moment donné, vous perdez la main. Et c'est justement pour ça que ce partenariat vient à propos pour aider nos collègues qui veulent aller en formation, mais aussi pour aider les collègues dont les enfants veulent aller en formation, ou encore les collègues qui sont allés à la retraite, ou nos collègues défunts dont les enfants doivent aller à l'école. Nous n'avons pas grand-chose à leur donner, mais nous pouvons leur offrir cette opportunité-là de pouvoir se faire former, de pouvoir aller à l'école. En faisant ça, nous sommes en droite ligne avec le travail qu'un syndicat doit faire. Ce partenariat, non seulement ça va permettre aux agents d'être beaucoup plus actuels, de renforcer les capacités, mais aussi ça pourrait participer à l'amélioration de leurs conditions de vie, simplement parce que ça pourrait leur permettre de scolariser leurs enfants. Nous sommes dans un métier et nous devons de nous soutenir, trouver un moyen pour aider nos collègues qui ont envie de poursuivre les formations à le faire aisément dans des conditions vraiment très abordables. Je crois que sur le SGE, c'est à votre actif de penser si loin que ça pour dire, mais ces collègues qui sont décédés, qui ont des enfants abandonnés, qui ont réussi à avoir le bac, qui doivent aller à l'école, à l'université, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les prendre en charge? Et ceci marque quand même le début d'un long partenariat avec d'autres perspectives qui vont s'enchaîner, je l'espère bien, pour des initiatives plus fructifiantes qui vont nous unir pour longtemps encore. Les directeurs départementaux et gestionnaires des ressources humaines des structures déconcentrées de l'État du Mono s'informent sur les nouvelles procédures de mise à la retraite. La séance d'information a porté sur le thème « Préparation et réussite de la retraite pour un mieux-être à la fin de sa carrière ». Les précisions avec Evariste Zomoron et Samira Tchabimane.
Comment préparer sa retraite afin de pleinement profiter de cette période? C'est la problématique au cœur de cet atelier de formation des directeurs départementaux et gestionnaires des ressources humaines des structures déconcentrées de l'État du Mono. Il y a un allègement des formalités de mise à la retraite et de jouissance des pensions. Le paiement automatique de la pension à partir du 2 novembre 2020 sans production de pièces pour les futurs retraités et sans rupture de revenus entre le salaire et la pension. C'est une grande innovation. Le retraité béninois perçoit désormais sa pension dès le premier mois suivant celui de l'admission à la retraite et juste 3 mois après s'il est du secteur privé. Une prouesse à l'actif du gouvernement Talon. Dans un passé récent, les vaillants agents publics qui travaillent pour l'État, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes durant leur temps de travail jusqu'à faire valoir leur droit à une pension de retraite, souffrent des tracasseries liées à la lourdeur administrative pour jouir de leur droit à la retraite. Le travailleur béninois se doit tout de même de connaître les formalités pratiques à accomplir avant de faire valoir ses droits à une pension de retraite. La nouvelle procédure de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension de retraite des agents de l'État, le mécanisme de coordination des régimes de retraite entre le FNRB et la CNSS. Cette réforme que nous appelons mesure d'accompagnement également des agents contractuels de droit public de l'État. Et nous allons mettre également un point d'honneur sur la nécessité de valider les services auxiliaires et stagiaires. L'atelier a également pour but de démontrer aux salariés qu'on peut toujours réaliser durant la retraite en organisant bien ce temps libre. La plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin a tenu l'édition 2024 des Journées du secteur sanitaire privé à Cotonou. Une occasion pour les acteurs de renforcer leurs capacités et d'améliorer le système de santé au Bénin. Ils ont aussi exploré les défis et perspectives en vue de mettre en place un partenariat public-privé pour offrir à la population béninoise des services de qualité. François Nissou et Blaise Adampo. Au sorti des Journées du secteur sanitaire privé, chaque participant repart de Cotonou avec un supplément d'informations. Oui, ce que je retiens, c'est que ce soit du public ou le privé, nous travaillons tous pour la même communauté. Donc, à cet effet, les problèmes de santé doivent être résolus en conjuguant les efforts du secteur public, privé et aussi des partenaires de développement à l'international. Une nouvelle corde à leur arc donc. Ils pourront s'en servir, ces acteurs, pour la mise en œuvre du partenariat public-privé dans le domaine de la santé. Il faut surtout renforcer ce partenariat sur 2 points. Le premier point, la qualité des soins. Le deuxième point, c'est la complémentarité. Comment est-ce que nous pouvons être complémentaires dans l'offre des soins au niveau de chaque localité? Ces propos viennent confirmer que la plateforme du secteur sanitaire privé peut se frotter les mains d'avoir choisi de mettre en lumière le rôle du partenariat public-privé pour un accès des soins pour tous. Les autorités ne voient pas une santé publique et une santé privée, mais de voir essentiellement une santé, étant donné que la santé, sans le secteur privé qui représente les 52%, eh bien, ce sera vraiment difficile. L'offre de santé que nous représentons, c'est 42%. Donc, les autorités en sont conscientes et de cette conscience, nous faisons des avancements. Et ces avancements, il est important que ça puisse continuer et nous comptons sur eux pour que les incompréhensions, parfois les visions du secteur privé qu'ils ont, puissent évoluer. Et je crois que le chemin se fait tout doucement. C'est une étape qui est certainement franchie au thème des 4e journées du secteur sanitaire privé. De quoi faciliter la couverture sanitaire pour tous d'ici 2030. Face au changement climatique, la BOAD prend l'initiative de rendre les économies des pays de l'UEMOA plus résilientes. Elle vient de mettre à disposition une nouvelle nomenclature des études de faisabilité des projets climat et les mécanismes d'abonnement. Le lancement avec William Tchouki et Igor Ayoso. Nous n'avons pas oublié que la conférence des partis tenue à Cancun en 2010 a
a décidé du financement de l'action climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Mais cet objectif n'a pas été atteint. Des promesses faites, mais jamais tenues depuis 2010. Et le phénomène prend de l'ampleur au fil des années, surtout dans les pays en voie de développement. Les affres des changements climatiques ne font plus de cadeaux et les cris de détresse vont grandissant. En l'occurrence la BOAD, qui a... Face au phénomène, de nouveaux objectifs avec ses exigences financières. Et la BOAD décide de consacrer, depuis 2021, le quart de ses financements à la cause climatique. La BOAD est déterminée à contribuer activement à la lutte contre les changements climatiques avec l'adoption de sa stratégie environnement et climat 2021-2025. Cette stratégie s'aligne sur les ambitions climatiques de la région qui s'est engagée à réduire significativement ses émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la résilience des populations d'ici 2030, conformément à l'accord de Paris. Mieux, pour accélérer les investissements, la BOAD met en place un outil financier puissant et réactif. Il permet de développer des projets concrets en matière de climat dans la zone UEMOA. Cette activité programmatique vise à mobiliser environ 1800 milliards de francs CFA sur 3 ans au profit de projets à fort potentiel de co-bénéfices d'adaptation et d'atténuation. Nous espérons pouvoir désormais disposer d'un outil qui va soutenir les initiatives et renforcer les capacités de nos pays pour développer des projets concrets en matière de climat, j'allais dire, pour climatiser nos projets de développement. Une nouvelle nomenclature standardisée, acceptée de tous les pays de l'UEMOA. Une fenêtre financière pour contrer au plan régional les changements climatiques et rendre nos économies plus résilientes. Le cadre de concertation des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement a tenu sa session de l'année 2024. C'était 2 jours d'activité qui vont accoucher d'un document de plaidoyer pour garantir l'eau potable en zone rurale. Les précisions avec Arnaud Adadia. Plaidoyer pour l'accès durable à l'eau potable à moindre coût aux populations en milieu rural au Bénin, tel est le thème. Ces ONG du CANEA s'engagent aux côtés de Caritas Bénin pour un plaidoyer stratégique de façon spécifique. La session de ce jour vise à définir les stratégies de mise en œuvre du plan de travail du CANEA, valider le rapport de l'étude sur l'état des lieux de la mise en œuvre des réformes dans le sous-secteur de l'approvisionnement en eau en milieu rural au Bénin. Les travaux consistent également à valider la note d'information des organisations de la société civile pour plus d'infrastructures hydrauliques en milieu rural, la note de politique de suivi des réformes et identifier des actions de renforcement. Nous devons accompagner le gouvernement pour avertir et pour garder une veille au niveau de la société civile également pour que l'eau soit abordable. L'eau potable, je veux dire, soit abordable aux populations en milieu rural et en milieu urbain parce qu'il est constaté aussi à des moments donnés que l'eau devient moins chère pour les populations urbaines que les populations en milieu rural qui sont en général vulnérables. L'eau potable, c'est la vie et la vie, c'est l'écosystème. Tout ceci est rendu possible grâce à Misereor, bras financier. Le Bureau mondial de la Fédération internationale des Béninois de la diaspora, installé aux États-Unis, compte 67 pays membres à travers le monde. La fédération protège les migrants et veille à leur offrir de meilleures conditions dans leur pays d'accueil. La FIBEN a organisé à ce sujet une rencontre avec les migrants revenus au pays. Gloria Ouni et François Issou. Ils sont parfois confrontés aux préjugés raciaux ou ethniques, ce qui affecte généralement leur intégration et leurs opportunités d'emploi. Les difficultés de ces migrants varient en fonction du pays d'accueil. Défendre le droit et les intérêts moraux et matériels des Béninois de la diaspora a été et demeure la plus grande raison d'existence de cette noble fédération qui symbolise le merci et
et le salut des Béninois de la diaspora en général et ceux résidant dans les pays arabiques, victimes du trafic, d'escroquerie et de la maltraitance en particulier. La Fédération internationale des Béninois de la diaspora FIBED, à travers ses programmes de réseautage, favorise l'entraide, le soutien et les échanges culturels. La FIBED, depuis sa création, a eu pour but de renforcer les liens entre les Béninois de la diaspora et leur pays d'origine, de promouvoir la coopération et l'échange entre nos communautés et de contribuer au développement socio-économique du Bénin. Des stratégies qui vont permettre aux migrants qui font face aux problèmes juridiques et administratifs de trouver des solutions appropriées. L'objectif de la FIBED est de sauver la vie des Béninois dans plus de 25 pays qu'elle couvre dans le monde entier. C'est une organisation qui aide beaucoup de Béninois à l'étranger, que ce soit leurs difficultés au niveau de papier d'état civil, les difficultés en termes de santé, ceux qui ont des difficultés avec leurs bourses, ils font énormément. La FIBED, Fédération internationale des Béninois de la diaspora, œuvre pour la protection des Béninois vivant à l'étranger et à la réduction des discriminations et des abus. Bénin révélé, c'est le titre du nouvel album de Isaac Laourou. Il retrace les grandes actions posées par le gouvernement du président Patrice Talon. Zoom sur cet album avec François Issou et Ulvaeus Balogun. Encourageons le président pour les réalisations d'envergure dans le pays. Une chanson à la gloire des œuvres du gouvernement du Nouveau Départ. L'auteur est un artiste-chanteur qui a choisi de consacrer sa plume et sa voix à la mise en lumière des actions du président Patrice Talon. À travers ses chansons, il célèbre les réformes et initiatives engagées depuis 2016 et dont les retombées transforment le Bénin. Exige un défi collectif. Chacun doit extérioriser l'œuvre extraordinaire qui a... J'ai sorti nouvellement cet album titré Bénin révélé pour soutenir les actions du gouvernement. Le président Patrice Talon m'a émerveillé, il a beaucoup travaillé, donc je me suis dit pour l'encourager, pour qu'il puisse s'inspirer davantage dans le potentiel qui est en lui. À travers ses chansons, le prophète des nations entend ainsi rendre hommage aux efforts du président Patrice Talon pour moderniser le pays. Quand le président Patrice Talon est venu, il a dit « Osons la rupture et pour un nouveau départ ». Vous rentrez à Cotonou aujourd'hui, il a rendu la ville tout belle. Et vous allez aussi à Calavi, il a mis une industrie là qui permet à des milliers de jeunes de travailler et de gagner pour subvenir à leurs besoins. Son album est intitulé Bénin révélé. J'ai demandé au Saint-Esprit d'assister nos leaders dans la prise de décision afin que l'intérêt opposé, la fossé des générations ne crée pas en leur sein la diversion. Le meilleur reste à venir, encourageons-le, soutenons. Avec cet album, Isaac Laourou, alias le prophète des nations, rappelle que l'art est aussi un reflet de l'actualité politique, une reconnaissance de ce qui marche. En sport, Dadje FC s'est incliné pour son premier match du second tour de la manche allée de la Coupe de la Confédération CAF. Il était face au club marocain qui a confirmé son statut de favori en attendant le match retour. Le résumé avec Blaise Adampo. Clairement de la différence de niveau entre les deux équipes. Oui, c'est un palier au-dessus. Oui. Pas de miracle pour Dadje FC face à la Renaissance sportive de Berkane. Le représentant béninois en Coupe de la Confédération CAF s'incline 2-0 face à l'ogre marocain. Dans le contenu, l'équipe de Yaya Kone montre de belles choses. Elle s'offre d'ailleurs la première opportunité de la rencontre à la 20e minute, mais Salif Bagat manque d'altruisme. La deuxième chance pour l'équipe. 9 minutes plus tard, les Marocains réagissent. Raman, le portier de Dadje, intervient. Il est sollicité à nouveau sur une frappe enroulée au second poteau. Le dernier rempart du club béninois d'une envolée empêche la Renaissance sportive de Berkane d'ouvrir le score. 0-0 à la pause. Dès la reprise, les Orangenois poussent. Ils sont récompensés à la 57e minute. Paul Valéry, d'une tête imparable, donne l'avantage à son équipe. Sur cette action, à la 63e minute, Gaël Dassi sauve Dadje du 2-0
et empêche une balle qui prenait la direction des filets. 73e minute, Blaise Selassie, pas en vue, se signale sur coup de pied arrêté, mais sa reprise de la tête manque le cadre. La renaissance sportive de Berkane va faire le break dans le temps additionnel. Ayoué Kairi punit Dadje et permet à son équipe de prendre une belle option avant la manche retour. Le but du chaos. L'apprentissage est difficile pour le représentant béninois lors de ce second tour préliminaire de la Coupe CAF. Dadje va tenter le vendredi 20 septembre de laver l'affront au Maroc. À présent, le tour de l'actualité internationale avec escale au Burkina Faso et au Ghana. La compilation est signée Jennifer Sativi. Au Burkina Faso, Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, reçoit un accueil triomphal à l'aéroport de Ouagadougou. Sacré une fois de plus le 17 septembre dernier au Royaume-Uni, l'homme d'origine burkinabé est accueilli à sa descente d'avion par plusieurs ministres, mais également par ses supporters, malgré la pluie. Âgé de 32 ans, le colosse de 180 kg s'est distingué après avoir soulevé une charge record de 231 kg en battant son propre record du monde du log lift, une compétition qui consiste à lever des troncs de bois. Au Mali, dans les rues, les réactions fusent suite aux attaques djihadistes menées ce mardi dans la capitale et revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. La population ébranlée par cette attaque ayant occasionné des pertes en vies humaines et la destruction de plusieurs avions avoue être en proie à l'inquiétude. Présidentielle au Ghana, des milliers de manifestants ont pris d'assaut les rues mardi à l'appel de l'opposition pour réclamer un audit des listes électorales. Le principal parti d'opposition du Ghana, NDC, entend ainsi pousser la commission électorale à réaliser un audit judiciaire des listes électorales au plus vite. Il redoute une tentative de fraude en faveur du parti au pouvoir dans le cadre de la présidentielle de décembre. La commission a rejeté cette accusation, expliquant que les modifications ont juste pour but de mettre à jour les listes et d'assurer la transparence. La Chine sanctionne 9 entreprises américaines après des ventes d'armes à Taïwan. Ces mesures interviennent comme des représailles à l'endroit de ces entreprises américaines du secteur de la défense ayant reçu l'approbation de Washington pour l'opération pourtant proscrite en Chine. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, ces ventes d'armes ayant eu lieu en début de semaine constituent une grave violation des intérêts de la Chine et entravent les relations sino-américaines. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.